à tous, bienvenue sur Femmes de légende, l'émission qui met en lumière les femmes qui ont su suivre leur voie et faire entendre leur voix. Mon invitée du jour est présidente d'ONU Femmes France, écrivaine, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ensemble, nous allons parler du parcours qui l'ont amenée à s'engager pour la cause des femmes, de sa conception du féminisme ou encore du burn-out qui touche de plus en plus de personnes en 2022. Sans plus attendre, place à mon invitée, Céline Ma. Bonjour Céline. Bonjour Laura. Céline, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Femmes de légende. On est ravis de vous accueillir. Alors Céline, vous êtes aujourd'hui membre du Haut Conseil de l'égalité femmes-hommes. Vous êtes également présidente d'ONU Femmes France. On va revenir sur ONU Femmes France, mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a finalement été la genèse de votre engagement, notamment votre engagement pour la cause féminine ? Je suis engagée depuis 20 ans, donc c'est déjà une affaire qui date. Je pense que quand j'étais enfant, je ne supportais pas l'injustice et je me voyais un peu... Alors, j'aimais beaucoup Robin des Bois. J'en parle souvent d'ailleurs. C'est un personnage qui me fascinait. Faire passer des talents, des chances à des gens qui en ont moins, qui historiquement, socialement, sont moins favorisés. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Et les femmes et les filles sont quand même concernées par avoir moins de chances, moins de droits, être opprimées, on en parlera, dans le monde. Et je crois que du coup, très tôt, je me suis dit que c'était une des causes que je voulais embrasser. Donc j'étais ado. Et à 20 ans, j'ai trouvé une association. J'ai pu enfin exprimer l'engagement qui était le mien, donc qui dure depuis. Et donc à 20 ans, c'était une association dans quel domaine ? C'était une association pour les droits des femmes quand j'étais étudiante. D'accord. Donc ça commençait tôt, disons. D'accord, très bien. Et alors aujourd'hui, quelles sont les priorités d'ONU Femmes France et depuis quand est-ce que existe l'association ? Alors l'association est née en 2013. En 2010, UN Women est née aux Nations Unies. L'idée, c'était de mettre au même endroit tous les moyens disponibles pour accélérer sur ce sujet. Un dernier rapport nous dit qu'il faut encore 300 ans pour atteindre l'égalité réelle. Donc on est très très loin du but, malgré ce que l'on entend, malgré une caisse de résonance médiatique, clairement. Et donc l'association est née 3 ans après. On a 4 domaines de prédilection. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, très important. L'autonomisation économique. Comment est-ce qu'on s'autonomise ? On devient entrepreneur, on devient une professionnelle aguerrie. Le leadership politique, important aussi, des formations, des soutiens aux femmes dans la vie politique. Et puis, les femmes, la paix et la sécurité, c'est aussi un enjeu, puisqu'on voit par exemple que quand il y a plus de femmes à la table de négociation en cas de conflit, les accords sont plus pérennes. Et vous remarquez bien, si on prend les conflits actuels, qu'il y a très peu de femmes à la table des négociations. Oui, encore trop peu. Alors, ça s'appelle ONU Femmes France. Est-ce que les associations existent ONU Femmes dans tous les pays ? Comment est-ce que vous coordonnez les actions de manière internationale ? Oui, c'est une question importante. Alors, on a 2 types de structures. Il y a les bureaux UN Women qui sont présents dans des centaines de pays. On intervient dans près de 200 pays dans le monde. D'accord. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les associations comme la nôtre. Il y en a en Europe, par exemple, une bonne dizaine qui représentent ONU Femmes dans les différents pays. Donc, on travaille avec ces 2 structures. D'accord. Alors, vous parliez effectivement des différents piliers qui concrétisent l'action d'ONU Femmes France. Là, à l'heure actuelle, quelles sont les priorités par rapport notamment aux différentes actualités, je crois qu'on peut le dire un peu catastrophiques pour la cause des femmes, alors internationales notamment. Quels sont les grands chantiers, si j'ose dire, de ces semaines ? Alors, je dirais qu'on en a 3. D'abord, il y a les urgences. On a eu Haïti, là, dernièrement. On a l'Afghanistan. On a l'Ukraine, évidemment. On a la RDC. De nombreux pays, en fait, qui sont dans des situations d'urgence par rapport aux femmes et aux filles. Donc ça, c'est un vrai chantier pour nous, avec des levées de fonds, des actions de terrain, la recherche de l'impact, parce que les mots, c'est bien, mais il faut changer la donne. Il y a vraiment des atrocités qui se passent. La moitié de l'humanité encore traitée comme dans un siècle antérieur. C'est même incroyable. Et d'ailleurs, je le disais récemment, moi qui suis engagée depuis 20 ans, j'ai l'impression de voir des progrès, mais pas tant que ça. Et c'est inquiétant, en fait, de se dire que tant de gens s'engagent et que ça ne bouge pas assez vite. Est-ce que c'est d'avoir des progrès, Céline, et après des pas en arrière, comme on l'a vu aux États-Unis, notamment pour le droit à l'avortement, ou est-ce que vous pensez que ça avance trop peu rapidement, finalement ? Il y a les 2. Alors, les États-Unis, en même temps, quand on observe bien, il y avait déjà des réticences quand même sur le sujet de l'avortement. Ça fait bien longtemps que les réticences s'expriment. Il se trouve qu'elles ont trouvé, via la Cour suprême et le choix de l'ancien président Trump, un moyen de s'exprimer et d'être présente. Mais néanmoins, c'est quand même un pays qui a cette culture vis-à-vis de l'avortement qui, déjà auparavant... qui était sous-jacente. Donc, il y a des retours en arrière
apparent ou pas. Et puis, il y a clairement une lenteur à ce que les choses bougent. Mais je reviens juste une minute sur les actions. Donc, l'urgence, la lutte contre les violences faites aux femmes. Là, on va entamer Orange Day en novembre et en décembre, qui est vraiment nos 16 jours d'action pour lutter contre les violences faites aux femmes dans le monde et aux filles. Pourquoi Orange Day ? Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est dû à la couleur orange qui a été choisie comme étant une couleur d'optimisme. Et ça commence le 25 novembre parce que c'est pour rendre hommage à 3 sœurs assassinées en République dominicaine, les sœurs Madrigal, donc, qui avaient été assassinées par, à l'époque, le dictateur Trujillo. C'est pour ça que c'est le 25 novembre qui a été choisi. Et donc, la lutte contre les violences, 1 femme sur 3 dans le monde déclare avoir subi des violences ou a subi des violences, qu'il s'agisse de sexisme ordinaire, de violences, de viol, jusqu'au viol de guerre, jusqu'au féminicide. En France, je crois qu'il y a à peu près 80 femmes, 79 femmes depuis le début de l'année qui ont été victimes de féminicide. Et je crois que les chiffres sont en augmentation entre 2021 et 2020. Oui, alors effectivement, et puis le confinement et le Covid étaient aussi un facteur d'aggravation en fait, de la situation des femmes. Et puis, un 3e programme qui nous tient à cœur, une 3e action, c'est He for She, qui est un programme d'ONU Femmes. Et c'est pas très connu, on pense que c'est un programme détaché. Au contraire, ça a été créé par ONU Femmes. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on ne gagnera pas cette cause si les hommes ne sont pas sensibilisés. Ce n'est pas un sujet d'hommes contre les femmes ou de femmes contre les hommes, c'est un sujet de société. Et d'ailleurs, les sociétés qui sont bénéfiques aux femmes et aux droits des femmes sont plus bénéfiques à l'ensemble de la société et des droits humains. Donc, tout le monde a à y gagner et on doit tous s'engager pour cette cause. Merci, parce que c'est très important de le rappeler. On le voit même avec les études, ne serait-ce que dans la cellule de l'entreprise. Les études par des cabinets de conseil prouvent que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez juste rappeler l'initiative He for She, le principe de cette initiative-là ? Bien sûr, oui. C'est tout simplement des hommes qui, dans l'entreprise ou la société civile, s'engagent pour des femmes, prennent des actions, des initiatives. Il y a un site internet où sont recensées toutes les actions, il y en a d'innombrables. Et puis, c'est aussi des grandes figures qui portent ce mouvement, notamment Emma Watson, qui a fait un grand discours, qui avait fait d'elle... Voilà, à l'époque, elle avait été très connue sur ce discours en 2013 aux Nations Unies pour dire que finalement, le féminisme, ça n'était pas, encore une fois, les uns ou les unes contre les autres, mais être ensemble pour faire avancer la cause. Absolument. Il y a évidemment le sujet forcément de l'éducation auquel on pense. Est-ce que ONU Femmes France vient aussi avoir des actions concrètes sur le sujet de l'éducation pour essayer, dès le plus jeune âge, de sensibiliser, là aussi, filles et garçons, sur ces sujets majeurs ? Bien sûr. Alors, on a 2 types d'actions. Un, c'est des actions d'amener aussi l'école là où elle n'est pas, puisque vous savez qu'il y a à peu près 17% de filles dans le monde qui ne sont pas scolarisées. C'est énorme. Bon, l'Afghanistan, c'est un des exemples récents les plus tragiques, où les filles n'ont pas accès à l'éducation secondaire. Donc, amener l'éducation quand elle n'est pas là, aider à créer des écoles, à créer des institutions, des mouvements pour amener l'éducation. Ça, c'est un premier plan. Et puis après, le deuxième plan, c'est essayer de pousser pour que dans des programmes, on intègre la dimension du genre ou la dimension de l'égalité dès le plus jeune âge. C'est le cas dans les pays scandinaves, par exemple, où ce sujet n'est absolument pas un sujet tabou. En France, on n'y est pas encore. Absolument. Alors, vous avez une activité aussi d'écriture, Céline. Vous êtes entrepreneur social. Comment est-ce que ces différentes activités, justement, viennent nourrir votre engagement auprès d'ONU Femmes France ? En fait, elles sont liées. Alors, parfois, les personnes me disent « mais tu fais tellement de choses différentes ». Mais pour moi, tout a un lien. Le lien, c'est ce que je disais au départ, essayer de donner des chances à des gens qui en ont moins. Et quand on fait de l'entrepreneuriat social, l'idée, c'est de prodiguer des services, en l'occurrence, moi, c'est les livres et les sciences cognitives, à des gens qui ont peut-être moins de chance pour qu'ils, dans la vie, s'en sortent mieux, trouvent des idées, trouvent des déclics. La question des femmes, c'est d'une certaine manière le même mouvement, c'est-à-dire essayer de se dire les femmes sont plus opprimées, moins favorisées, on va essayer de trouver un moyen de les aider à ma modeste place parce qu'on a besoin d'être des millions pour ça. Et donc ce lien, c'est cet impact que l'on crée pour faire passer les gens d'un univers où ils n'ont pas de chance à un univers où ils vont pouvoir finalement occuper l'intégralité de leur destin. Oui, se saisir aussi des opportunités et que ces opportunités soient, comme vous le disiez, accessibles. C'est ça. Vous parliez dans les différents piliers d'action d'ONU Femmes France des leaders, notamment politiques. C'est intéressant parce qu'en 2007, vous avez coécrit un ouvrage qui s'appelle « Femmes et politique » aux éditions Ellipse. 15 ans plus tard, donc, est-ce que selon vous, la place des femmes dans le paysage politique, du moins français, a évolué? Et si oui, de quelle manière selon vous? C'est difficile à dire. Je dirais que les chiffres sont plus favorables aux femmes. À l'époque, il y avait très très peu de femmes à l'Assemblée nationale, très peu de femmes maires. Donc il y a des choses qui ont progressé au plan des chiffres. Mais la réalité quand même, et c'est un point qui était dans le livre, c'est qu'être une femme en politique, c'est très difficile. C'est s'exposer, on le voit.
on le voit aujourd'hui, à des violences, à s'exposer à des mises en demeure à chaque fois qu'on essaie de faire passer des idées. Nos idées sont un peu plus suspectées, etc. Donc c'est un milieu très violent. Ça l'est aussi pour les hommes, hein, au demeurant, mais pour les femmes particulièrement. Et ça reste quand même un combat. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois de plus en plus de femmes politiques, parfois au niveau local, qui démissionnent parce que cyberharcèlement, etc. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut vivre dans une démocratie dans laquelle la moitié, encore une fois, de la population ne peut pas s'exprimer et dans lesquelles on ne peut pas finalement faire passer ses idées sans que la violence soit une réponse. Ça interroge beaucoup sur le monde d'aujourd'hui aussi. Vous avez également écrit sur un autre sujet en 2021 cette fois, un livre qui s'appelle « Le jour où Maya s'est relevée », qui traite d'une expérience de burn-out d'une jeune femme. C'est un peu le mal du siècle également, le sujet du burn-out, c'est pour ça que je voudrais y venir. Est-ce que selon vous, notre époque est particulièrement propice, notamment au burn-out, et particulièrement celui des femmes? Je pense que notre époque l'est pas plus qu'avant, puisque le burn-out, ça date de 1975. C'est un psychiatre américain qui a inventé ce terme. Et puis, on peut imaginer que dans les siècles précédents, sans droit du travail, etc., le burn-out devait être quelque chose de très récurrent. Est-ce que c'est plus féminin ou pas? Intuitivement, je dirais que oui, puisque charge mentale, double ou triple, syndrome de l'imposteur, bien connu, beaucoup de managers hommes aussi. Donc ça peut expliquer un burn-out féminin, mais ça n'est pas prouvé par des études. Donc comme j'essaye d'être une fille rigoureuse, on peut le pressentir, mais ça n'est pas prouvé. Et par ailleurs, une chose est importante, les hommes se confient moins sur leur burn-out. Effectivement. Parce que c'est l'expression d'une douleur ou d'une vulnérabilité, et c'est culturellement un peu moins accepté, semble-t-il. J'espère que les choses vont changer. Ça m'interroge en vous écoutant. Est-ce que vous pensez que finalement, on va pouvoir réellement actionner quelque chose de plus positif pour la cause des femmes si on ne repense pas les valeurs structurelles de notre société? Quelles sont vos réflexions là-dessus? Non, absolument pas. Vous avez raison. Je pense que c'est un sujet éminemment culturel. C'est la manière dont la société a été pensée. Là, je cite Fraisse, qui est une grande philosophe sur ces sujets. Le corps des femmes est objetisé d'une certaine manière. Les femmes ont des rôles sociaux qui sont prédéterminés et les hommes ont d'autres rôles. Et tant qu'on n'est pas en mesure de se dire que finalement, ce qui compte, c'est la liberté de chaque individu, femme, homme ou autre, à choisir, à faire ses choix, on ne pourra pas faire vraiment évoluer les choses sur ce sujet. Il faut enlever tous ces carcans en fait, qui nous emprisonnent dans des rôles déterminés. Oui, il y a l'évolution des lois, mais il y a l'évolution des mœurs, qui n'est pas forcément d'ailleurs sur la même temporalité. Vous dites également, Céline, que le féminisme est un enjeu de civilisation. Alors, c'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer? C'est exactement ça, c'est-à-dire que ça rejoint deux points. Un, le point que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le féminisme, ça n'est pas les femmes contre les hommes, ça n'est pas inverser un rapport de domination qui a pu s'exercer et qui continue à s'exercer contre les femmes. C'est bien se dire que plus la société est égalitaire, plus chacun a des chances, plus chacun peut se développer et plus les droits humains sont respectés. Donc c'est pour ça que c'est civilisationnel, c'est que ça touche aux droits fondamentaux des êtres humains, d'une part, et d'autre part, c'est culturel, c'est ce qu'on vient de dire. Si on ne change pas la culture, si on ne touche pas à cette culture patriarcale, on n'arrivera pas à faire bouger les choses en profondeur. Et on passe à côté d'opportunités extraordinaires. Sur le changement climatique, on sait que si les femmes avaient droit à plus d'égalité, avaient par exemple accès à des terres propriétaires foncières au même plan que les hommes, on pourrait réduire la famine dans certains pays et on accélérerait sur la question climatique. Donc il y a des liens. Et il faut avoir cette vision globale aussi. Alors, on parle beaucoup du sujet des rôles modèles, de la représentativité des femmes, des figures d'inspiration. Au sein de vos actions chez ONU Femmes France, est-ce que vous pensez à des femmes qui, dans l'équipe d'ONU Femmes France, j'entends, vous inspirent de par leur courage, de par leur combativité, de par leur résilience? Il y en a beaucoup. Enfin, je dirais que chaque personne de l'équipe, en fait, a une histoire. Une histoire. Il y a combien de personnes Alors, il y a une petite dizaine de personnes dans l'équipe, et puis après, il y a des gens qui gravitent autour, conseil d'administration, les membres, les bénévoles, etc. Chaque personne est là pour une raison, et chaque raison est différente. Mais chaque femme qui est là, je peux vous le garantir, a subi, d'une manière ou d'une autre, des inégalités, plus ou moins violentes, plus ou moins dures. Donc déjà, il y a de l'émotion, il y a des parcours singuliers, personnels. Et après, moi, je dois vous dire quand même que dans mon panthéon personnel, je mettrai sans hésiter Phumzile Mlambo-Ngcuka, qui était l'ancienne directrice exécutive Monde, pour le coup, qui est une des femmes, je pense vraiment que j'admirais jusqu'à la fin de mes jours le plus. C'est une femme d'un charisme.
d'une justesse, qui a une vision, d'une modestie. C'est toujours celle qui arrive à table. C'est l'ancienne quand même secrétaire générale adjointe des Nations Unies également, donc un poste assez élevé. Et elle arrive à table et c'est toujours celle qui va faire attention à la personne qui est stagiaire au bout de la table et qui va lui dire « Toi, tu es qui et comment vas-tu ?» Et ça, c'est la marque d'une grande classe et peu de gens de ce niveau sont ainsi. Vous indiquez, Céline, qu'il est important de sortir de la culpabilité pour faire rentrer la responsabilité au cœur du débat. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, alors la culpabilité me semble être un sentiment presque dangereux en ce qui concerne l'égalité. Alors ça peut être par exemple des hommes qui se sentent coupables. Je ne parle pas des criminels, hein. Oui, On est d'accord, bien sûr. Il faut être très clair. Mais des hommes qui peuvent se sentir coupables de maladresse, de ne pas savoir comment s'y prendre, ou des femmes qui se sentent coupables de se dire « je n'ose pas ». Tout ça, ça n'a au final pas grand intérêt, même si ce sont des sentiments humains qui peuvent nous traverser. Ce qui est intéressant, c'est la responsabilité. Responsible, en anglais, ça veut dire capable de réponses adaptées dans un environnement. Prendre ses responsabilités, c'est se dire qu'en tant que femme, certes, il y a des inégalités, mais on doit aussi s'engager pour faire changer la donne. Et c'est se dire qu'en tant qu'homme, ce n'est pas parce qu'on a commis une maladresse une fois que pour toujours, on va devoir être au banc. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent, si vous êtes dans un dîner et qu'un homme dit quelque chose qui vous ulcère, et en tant que féministe, ça peut arriver, commencez d'abord par essayer d'écouter, de comprendre et de dialoguer. Et ensuite, éventuellement, passez-en à des formes d'échange un peu plus dures si c'est nécessaire. Absolument. Mais commençant par nous écouter les uns les autres. Oui, le sujet de l'écoute, je suis d'accord avec vous. Et, qui plus est, dans une période où on le sait, les réseaux sociaux cristallisent un peu un débat très polarisé, remettre de l'écoute est aussi le premier pas vers un dialogue, on va dire, plus constructif. De quoi est-ce que vous êtes aujourd'hui la plus fière au nom d'ONU Femmes France sur les réalisations de ces quasiment 10 dernières années, finalement ? Alors, je suis fière, aux côtés du collectif, d'avoir quand même réussi à passer d'une petite association, il y avait une personne, à vraiment maintenant une association qui commence à grandir, et d'avoir, je pense, quand même fait aussi évoluer la cause de la lutte contre les violences, parce que, vous savez, il y a 10 ans, en entreprise, on en parlait quand même très, très peu. Ouais. Et en 10 ans, on a été parmi ceux, mais il y en a d'autres, évidemment, pas simplement nous, qui avons, je pense, aider à ce que cette cause, finalement, prenne tout son sens et que les entreprises comprennent qu'elles avaient aussi un rôle à jouer sur ce sujet. D'ailleurs, une dernière question qui me vient avant de passer à la seconde séquence. Comment est-ce qu'on arrive à faire une synergie parmi les différentes actions qui sont menées ? Il y en a beaucoup et tant mieux, chacune avec leur spécificité. Comment est-ce qu'on arrive à joindre, entre guillemets, les forces quand on est dans ce milieu associatif pour avoir le plus d'impact possible ? Oui, c'est un bon point. Alors, il y a 2 sujets là-dessus. D'abord, il y a ce qu'on appelle le multilatéralisme. C'est un grand mot onusien, mais c'est important. C'est qu'on travaille avec des entreprises, des États et la société civile. Donc nous, c'est notre culture de travailler en groupe pour faire avancer les choses plus vite, plus efficacement. Et deuxièmement, vous savez, dans des programmes, il y a souvent plusieurs dimensions. Je vous en donne un par exemple, un programme qui est en Afrique, au Rwanda, qui s'appelle Buy from Women. On a aidé des femmes rurales qui ne savaient même pas quelle était la superficie de leur terre à construire une plateforme en ligne pour mieux maîtriser la météo, savoir ce qui allait se passer demain, pour gérer leurs équipes, pour vendre leurs céréales à des acheteurs. Et ça concerne le numérique, l'autonomisation, le changement climatique et bien d'autres sujets. Donc dans nos programmes, on a toujours plusieurs sujets imbriqués. Et c'est ça qui fait, je pense, que ce sont des programmes à fort impact parce qu'on avance sur plusieurs champs en même temps. Absolument. Très bon exemple, merci. Eh bien, je vous propose que nous passions à la deuxième séquence entre vous et moi. Alors Céline, pour cette deuxième séquence, je vais vous poser quelques questions et l'idée c'est d'y répondre de manière un petit peu spontanée. Qu'est-ce que vous évoque le mot sororité aujourd'hui ? Ça m'évoque une solidarité en acte, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire tous les jours, chaque jour, pour aider une femme et si possible une femme qui a moins de chances que moi. Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre aux plus jeunes filles notamment ? Qu'elles n'ont pas à se sacrifier. On peut être une professionnelle aguerrie, une mère épanouie. Si on le souhaite, on peut ne pas être mère non plus, c'est possible, c'est permis. Et en même temps, une femme épanouie, qu'on n'a pas besoin de se sacrifier pour avoir une vie complète et heureuse. La liberté de choix et l'autorisation d'être quelque part une femme plurielle. Absolument. Qu'est-ce qui vous met en colère ? L'injustice. La femme que vous admirez particulièrement, alors vous en avez cité une et pas des moindres. Est-ce qu'il y en a peut-être une autre ? Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, mais... Je rendrai quand même hommage à ma tante Marguerite, qui n'est plus de ce monde, mais qui était une femme à la fois féministe et à la fois d'une force tranquille. Voilà, c'est quelqu'un de très rayonnant et elle m'a beaucoup inspirée, elle m'a beaucoup aidée. Les rôles modèles quotidiens, ça compte aussi ?
Énormément. Quelle est aujourd'hui votre définition de ce terme, féminisme ? Pour moi, le féminisme, et puis c'est aussi les Nations Unies, c'est tout simplement l'égalité de droits entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est assez simple de ce point de vue-là. Quel est, s'il n'y avait qu'un, l'enjeu prioritaire des prochaines années pour les femmes ? Pour moi, c'est la lutte contre les violences, parce que même si l'autonomisation économique, c'est très important, bien sûr, les femmes en politique, c'est très important, mais si le corps des femmes continue à être un objet qui peut être aux mains des hommes ou de toute personne pour subir des violences, on ne progressera pas sur les autres causes. Et enfin, Céline, si on souhaite aider ou accompagner ONU Femmes France, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on vous invite vraiment à nous aider. Vous pouvez tout simplement aller sur notre site, soit pour proposer d'être membre de l'association, ça c'est une façon de faire. Et si en revanche vous êtes une entreprise et vous voulez soutenir un programme, vous nous contactez par votre intermédiaire, Laura ou moi-même. Sur LinkedIn, on nous trouvera facilement. Parfait. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour vos actions et merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous, Laura. Merci bientôt. infiniment.